J'ai parlé culture d'entrée de jeu parce que je me disais qu'on parle souvent de la culture politique. On a parlé de la culture économique. Mais qu'en est-il de la culture de la culture? Le concept ici chez nous a été lancé par Ugandai, Gervais Ugandai, sur les réseaux sociaux, notamment sur la plateforme virtuelle Facebook. Il y a eu, comme on dit, à boire et à manger là-dessus, autour de la culture, parce que, en fait, les gens se sont demandé aussi, c'est quoi la culture de la culture? Quel est ce concept qu'on nous emmène? Je vous ai dit que nous devrions appeler ici Gervais Ugandai, Rémi Mongo-Etienne, Félix Tchoumou et Thomas Serge Kivolé pour parler de la culture de la culture. J'appelle donc, pour votre plaisir, chers téléspectateurs, Monsieur Gervais Ugandai à nous rejoindre sur ce plateau du face-à-face, le temps que le jingle soit mis en place. Voilà, bonjour Gervais Ugandai. Je rappelle que vous êtes initiateur, promoteur d'un festival fait de Brazza. Vous êtes actuellement commissaire général du FESPAM. Et je disais que dans le monde de la culture, votre renommée a traversé les frontières nationales, mais aussi tout le territoire africain. Vous êtes sollicité un peu par-ci, par-là. Et nous parlions de la culture sur votre mur Facebook. Et ce que les Congolais veulent comprendre, ce que les Congolais veulent savoir aujourd'hui, c'est quoi la culture de la culture? Merci, Chef Jazz et chers collègues, parce que vous aussi, vous essayez de vous aventurer, comme on le dit dans notre jargon, dans le domaine complexe qui est le nôtre. Et je suis heureux de me retrouver ici avec toi sur ce plateau pour échanger sur un débat qui a déjà eu lieu et qui a soulevé autant de passion sur les réseaux sociaux du Congo, de l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Et que ce matin vous preniez le relais, ça ne peut que nous réjouir parce qu'on a toujours tendance à penser qu'on ne crée jamais assez d'espace et pour que les culturels vrais s'expriment. Mais je crois que il faudra certainement que l'on essaie de parler des motivations qui ont conduit qui m'ont conduit personnellement vous avez à peu près 5 minutes pour nous expliquer tout ça. À lancer ce concept. Pour ceux qui me connaissent déjà, ils savent que c'est le titre d'une communication que j'ai présentée il y a quelques 2 ans et demi déjà de cela à Lomé lors d'une grande rencontre des culturels de notre continent organisée par l'Observatoire des politiques culturelles en Afrique. Et c'est donc une communication que j'ai déjà présentée, mais qui est revenue encore actuelle par les interrogations que moi-même je me suis posées, mais aussi par l'observation un peu du comportement des uns et des autres vis-à-vis de la chose culturelle. Vous savez, moi je suis parti de Marien Ngouabi ici, on a une maîtrise en économie, en relations économiques internationales. Et mon oncle, sachant ce que je fais en économie, a dû dire à ma mère que oui, tu as un économiste qui va sortir, ça veut dire que dit économie dit argent et ainsi de suite. Et quand je quitte le Congo pour aller poursuivre mes études à l'étranger, plus précisément au Canada, et je change
enfin, je continue dans l'économie, mais un peu plus sur l'angle culturel pour faire management des institutions culturelles. Et à mon retour, nous sommes allés rendre visite à ma mère et avec mon oncle. Et ma mère lui pose la question, ben, ton neveu, bon, finalement, il va travailler où? Et l'oncle dit, mais moi, je ne sais plus où est-ce qu'il va travailler. Et finalement, maman lui dit, qu'est-ce qu'il allait faire? Et n'ayons pas dans notre langue vernaculaire un mot pour expliquer le concept de culture. Ouais. Et mon oncle a dit à ma mère, en fait, je le dis à mes mots, dans les mots de ma langue, c'est que, mais il est allé là-bas pour apprendre à faire danser les gens, pour apprendre à faire sourire les gens, pour... Vous imaginez la réaction d'une maman qui s'attend à un économiste, ça veut dire qu'il doit ramener beaucoup d'argent, très loin pour aller apprendre, qui va très loin pour apprendre à faire danser les gens. Donc, mon oncle a trouvé une expression artistique, donc la danse, pour expliquer la culture. Ça, c'est de un. De deux, il y a quelques semaines, une autorité influente, politique de ce pays, m'a posé la question comme ça, au cours des échanges. Je dis, Ondaï, l'argent que vous cherchez là, qu'on mette l'argent dans la culture rapporte quoi dans notre pays? Bon, alors, ces interrogations ou bien ces questionnements ont toujours bouillonné en moi. Et je me suis dit que finalement, il y a toujours un problème de compréhension du secteur en lui-même, de compréhension du positionnement de la culture dans la conscience collective. Et donc, je me suis permis de relancer ce débat qui a déjà fait l'objet d'une communication, donc intitulé « Culture, la culture ». Pour arriver là, c'est quoi culture, la culture, comme vous le dites? Et d'aucuns ont dit, monsieur Ondaï, c'est tautologique. Je dis non, c'est pas tautologique. Et il y a culture, je l'ai différencié dans les débats, et je vous ai suivi, vous êtes passé par là au moins sur 5 ou 6 postes. Et je me suis permis de repréciser les choses. Il y a culture petit c, il y a culture grand C. Donc culture, la culture. Il y a 2 concepts. Le premier de la culture, c'est quoi avec petit c? C'est l'ensemble des connaissances acquises ou transmises et qui permettent à l'homme de comprendre et de maîtriser un domaine donné. Et en ce moment-là, vous l'avez su le dire ici, on parlerait de culture, de politique, culture sur l'environnement, culture, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je me répète, c'est l'ensemble des connaissances acquises ou transmises et qui permettent à l'homme d'avoir la maîtrise, n'est-ce pas, ou de comprendre et de maîtriser un domaine donné. Mais le problème ne se situe pas à ce niveau. Le problème, c'est comment l'ensemble de ces connaissances permettent de comprendre le secteur lui-même, qui est pour nous ici la culture, donc le secteur culturel en lui-même. Et là, sur la pléiade des définitions que l'on peut avoir, je me suis permis donc d'en trouver une, et qui a l'avantage de circonscrire le débat un peu plus large et qui vient presque au couronnement des études réalisées par autant de chercheurs et même Ateria Network et qui a été préfacée par Forbes. Il dit ceci, la culture c'est la totalité dynamique des traits caractéristiques spirituels, matériels, intellectuels, émotionnels et esthétiques qui caractérisent une société ou un groupe social, comprenant, je dis bien comprenant, ces arts, mais aussi des aspects immatériels comme les valeurs, les visions du monde, les idées et croyances et leur expression dans le comportement individuel, les comportements individuels et sociaux, les relations, les formes organisationnelles et sociétales et dans les systèmes économiques, politiques, éducatifs et judiciaires. Vous comprenez que cette définition, n'est-ce pas, définit, il faut le dire, le domaine, les différents domaines d'intervention du concept en lui-même culture. Mais l'objet de ce débat, ce n'était pas de venir étaler les définitions. L'objet de ce débat, c'était de susciter une prise de conscience dans notre pays pour que les uns les autres aient une idée, n'est-ce pas, sur ce que j'appelais la dimension politique de la culture, la dimension sociétale de la culture et la dimension économique de la culture. Dimension politique de la culture, dimension sociétale de la culture. Dimension économique de la culture. Au premier niveau. Est-ce que c'est dire que la culture de la culture n'est pas réelle dans notre pays? Vous savez, j'ai ouvert cet échange avec vous par
les appréciations des uns et des autres sur le domaine en lui-même. Je peux aller encore, laissez-moi le temps de développer sur les 3 dimensions, parce que les 3 dimensions sont importantes. J'ai parlé donc de la dimension politique de la culture. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire dans cette première dimension, Chevry? Vous savez, c'est quand 7 ans après, n'est-ce pas? Le Congo, notre pays, n'a pas été capable d'imaginer son destin à travers un modèle politique, n'est-ce pas, qui garantisse la distribution des richesses, la cohésion sociale et le développement durable de notre pays. Nous ne vivons que des emprunts. Quand je parle d'emprunts, ça veut dire que c'est des modèles politiques que nous importons, mais qui ne s'appuient pas sur nos réalités propres. Est-ce que vous comprenez? Donc, je suis ici de plein pied dans la gouvernance politique de notre pays. Quel est le modèle de gouvernance, n'est-ce pas, et qui est applicable dans notre pays et qui s'appuierait sur nos réalités culturelles afin de booster définitivement le développement? Les emprunts que je parle ici, c'est la démocratie à l'occidentale. On a emprunté un concept que l'on a mené ici et qui s'appuie sur une donnée purement démographique. Ça veut dire que les plus nombreux gagnent toujours et les moins nombreux, même s'ils sont idiots, ils gagnent toujours et les moins nombreux, ils souffrent. Donc, ils perdent et ils souffrent. Celui qui gagne, gagne tout et celui qui perd, perd tout. Mais ce modèle ne garantit pas la stabilité, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, la richesse du pays, n'est-ce pas, se distribue à travers, n'est-ce pas, la sphère politique. Donc, celui qui est là au pouvoir, il n'a pas tendance à penser que les autres aussi doivent exister. Et ceux qui sont mis à la périphérie du pouvoir sont obligés de créer des conditions, n'est-ce pas, de l'accession au pouvoir et pas tous les moyens. Donc, voilà un peu, sur cette dimension, on pourra développer. Maintenant, au deuxième niveau, c'est la dimension sociétale, n'est-ce pas, de la culture. Écoutez, vous savez, nous sommes un pays riche par sa diversité culturelle et qui s'appuie, donc qui tire cette diversité dans la diversité des ethnies. Je peux aller plus loin, même au niveau des tribus. Donc, le pays qui est à la fois riche, mais peut constituer une menace, parce que le repli identitaire met les acteurs dans des états de conflit, n'est-ce pas, permanents, qui ferait que les uns et les autres se regardent en chien de faïence. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Les politiques parlent du vivre ensemble, mais qui n'atteindront jamais, parce que la politique, par essence, c'est la conquête et la conservation du pouvoir. Ben nous, culturels, on dit que ce n'est pas le vivre ensemble, c'est la création des espaces de dialogue culturel. Comment mettre en place des passerelles interethniques qui feraient que toutes les ethnies de notre pays, n'est-ce pas, vivent dans la cohésion, dans l'interpénétration et dans l'enrichissement mutuel. Et ça ne s'arrête pas sur le plan du discours, mais ça va plus loin, même dans l'aménagement urbain. Les espaces de dialogue culturel peuvent être des lieux de culte, par exemple. Les espaces de dialogue peuvent être des espaces de diffusion. Ça peut être aussi les comités de quartier. Ça peut être autant. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? Si dans l'aménagement, on n'a pas tenu compte de cette donne culturelle, on vivrait ce qu'on vit à Brazzaville, et il faudra, on est des culturels, on doit toucher la réalité du doigt, où il y a un aménagement qui est consacré en 2 pôles. Il y a le pôle nord. Tous les nordistes qui viennent du nord du pays sont à Brazzaville Nord, et tous les sudistes qui viennent du sud du pays sont à Brazzaville Sud, au point où vous trouverez dans une ruelle, par exemple, au nord de Brazzaville, du premier numéro jusqu'au dernier, toutes les populations appartenant à une ethnie, et vice-versa. Et on est allé plus loin encore. Donc, quand on est déjà dans cette disposition, n'est-ce pas, d'affrontement qui peut être amplifié par le repli identitaire dans la conquête du pouvoir, ça veut dire qu'on a déjà instrumentalisé la population et qui est déjà dans les dispositions de guerre. Et l'objectif des décideurs publics, c'est d'introduire la dose culturelle de sorte que dans l'aménagement, on tienne compte de points de convergence qui feraient que les passerelles soient mises en place. Par exemple,
Est-ce que vous savez qu'à Brazzaville, il y a un cimetière pour les nordistes et un cimetière pour les sudistes? Non, je ne l'ai jamais su. Il faut le savoir. Il y a un cimetière. Et Tatolo, c'est le cimetière des Nord, et les nordistes, des Mokondingwaka, ainsi de suite, c'est le cimetière des Sud. Je connais bien des gens du Sud, Mais vous savez que, entre guillemets, qui vont mais vous savez que je suis un culturel, et celui qui vous parle, c'est celui qui a mené à bien même, il faut le dire, la mise en place de la politique culturelle à la ville de Brazzaville. Donc, je vous parle de la réalité qui est là. D'accord. Donc, ce qu'il faut faire, le cimetière, on appelle ça, c'est un patrimoine. Donc, même à ce niveau-là, vous voyez déjà que c'est cliché dans lequel nous vivons. On pourrait aller plus loin. Je chute sur le dernier, c'est la dimension économique. Et c'est là où intervient, donc, la contribution de la culture au développement de notre pays. Là, on s'appuie sur les industries culturelles. J'ai toujours entendu les gens dire, la culture apporte quoi dans ce pays? Je profite de votre micro pour répondre à ce décideur public. Et que, dommage que dans notre pays, nous ne maîtrisons pas la nomenclature des métiers de la culture. Est-ce que vous voyez? Dommage que dans notre pays, il faut le dire, nous ne maîtrisons pas les statistiques de tel ou tel domaine. Est-ce que vous voyez? Je peux vous dire que si les gens ont un regard économique sur la culture, ils comprendront que les industries culturelles rapportent au Congo autant que d'autres secteurs, peut-être même après le pétrole. Parce que du point de vue de la nomenclature, une industrie culturelle, c'est une industrie de création de contenu. N'est-ce pas? Ça, c'est la définition. Mais la télévision, c'est une industrie culturelle. Il y en a combien au Congo? Les imprimeries, les téléphonies mobiles. Donc, tout ce qui est création de contenu, c'est une industrie culturelle. Donc, si les statistiques étaient produites, vous conviendrez avec moi que la culture crée autant de richesses dans notre pays, peut-être même après le pétrole. Donc, c'est des questions très importantes et qui ne sont pas à la disposition de qui veut. Parce que le problème ici, c'est quoi? C'est qu'on a fait de la culture un champ où n'importe qui peut venir sulfer. Et je l'ai dit, que ce n'est pas parce qu'on a porté une blouse qu'on devient médecin. Et je veux qu'on nous respecte. Voilà le problème. Je veux que l'on respecte les culturels parce qu'on ne peut pas avoir passé des années d'études sur les écoles, dans des écoles pour venir assister à ce que nous voyons dans notre pays. Voilà l'objet un peu de ce débat. Merci beaucoup Gervais Ugondaï d'avoir balisé un peu le terrain, d'avoir expliqué à notre demande le concept culture de la culture, et vous avez défini les choses. Je vais donc appeler ici Félix Tchoumou. Félix Tchoumou, est-ce qu'il est déjà là? Voilà. Félix Tchoumou, qui, je le rappelle, a été à une époque chef du service culture à Télé Congo. Vous avez au moins 15 minutes face à Ugondaï, certainement pour creuser davantage sur ce qu'il a dit, sur les trois définitions, les trois approches de son intervention, l'approche politique, l'approche sociétale et l'approche économique. Merci Diaz, merci Ondaï. C'est un plaisir d'être en face d'Ondaï, mais je ne me mets pas en face de Hugues Ondaï pour le contrer. Non. Loin de là. J'ai passé des prétentions. Il a tellement cerné son sujet que je serais nain à côté de tout ce qu'il a eu à dire. Bon, je viens juste parce que je veux comprendre aussi, comme vous, comme les téléspectateurs qui l'ont suivi, un peu ce qu'il veut dire. Et il a dit beaucoup de choses, de grandes choses. Et j'étais émerveillé d'apprendre certaines choses de ce que vous aviez dit. Et en vous écoutant, je me suis fait une idée. Vous savez que chez nous, il y a un débat qui a été lancé quand quelqu'un se lance dans la musique, c'est ce qu'a dit votre mère ou votre oncle. Quand quelqu'un se lançait dans la musique, on dit que c'est un bandit. Parce que on ne mettait pas la musique au même degré que les autres sphères d'activité. Alors, quelqu'un qui se fait musicien, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est un peu dans les autres sphères de la culture. Il n'y a pas de la nomenclature, mais vous les connaissez. Bon, aujourd'hui, vous allez un peu plus loin quand vous situez la télévision, les téléphones mobiles, ainsi de suite. Mais il y a ce que nous appelons culture, tout ce qui était culture de base, musique, livres, ainsi de suite, tout cela. Quand quelqu'un s'y lançait, on disait non, celui-là, il a mal choisi. Mais vous avez bien choisi. Et aujourd'hui, après avoir fait de grandes études, et même au Canada, un pays quand même respectable et respecté, vous revenez pour nous apprendre des choses. Et je suis très content que vous ayez maîtrisé
ce domaine et que vous nous l'appreniez. Bon, la question qui me vient, on dit souvent des Congolais qu'ils sont mauvais gestionnaires parce qu'ils n'ont pas la culture de la gestion. Oui. Ils sont mauvais, on dirait même, dans l'élevage, comme les Peuls, parce que les Peuls ont cette culture de l'élevage. Alors, les Congolais, eux, pourtant dans le domaine culturel, on disait que nous sommes bons, que nous sommes très bons. Alors, mais vous pensez que la culture de la culture manque chez nous? Oui, je vais me répéter. Effectivement, parce que l'objet de ce débat, c'était de faire en sorte que, dans chaque domaine, que l'on essaie d'identifier, et peut-être même pas, ils sont là déjà, les experts capables de développer tel ou tel domaine. Ce n'est pas un domaine des généralistes, la culture, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que c'est un domaine transversal et qui doit être approprié par toute la communauté. Mais le problème, c'est comment créer des conditions d'une conscience, de la mise en place d'une conscience, n'est-ce pas, collective qui s'appuie sur les valeurs culturelles. Pour que chacun, là où il se trouve, ait une part de responsabilité. Je vais prendre un cas simple. J'ai parlé des emprunts ici. J'entends souvent les gens dire la gare. C'est ça, non? Oui. Le terme, ce n'est pas celui-là? La gare. Gestion axée sur les résultats. Gestion axée sur les résultats. Mais c'est quoi la gare? Dans un contexte où les profils ne sont pas définis lors des recrutements dans la fonction publique. C'est comme si vous voulez renforcer les capacités de quelqu'un qui, en amont, lui-même n'a pas ses propres capacités et vous venez renforcer quoi? Il y a un professeur, chercheur à l'université, j'oublie son nom, qui travaille sur un nouveau concept qui est le changement du logiciel mental des Congolais. C'est très important. Parce que si nous devons continuer, après 50 ans, à copier les modèles qui viennent de chez les autres, alors que chez nous-mêmes, par exemple, nous sommes capables de créer un modèle propre à nous. Vous parlez de la gestion, par exemple, la gestion, ou bien au niveau politique, je l'ai dit. Mais qu'est-ce qui fait que le Congo ne soit pas capable aujourd'hui de créer un modèle qui ferait que et les minoritaires et les majoritaires, du point de vue démographique, se retrouvent pour la distribution ou le partage du pouvoir politique, ipso facto, la redistribution des richesses. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi, M. Tchoumo? Vous voyez l'affluence vers la politique. Aujourd'hui, je m'amuse souvent à dire que la politique devient une industrie dans notre pays, mais qui est une industrie stérile. Parce que tout le monde pense que ce n'est pas la politique qui trouve son salut. Est-ce que vous voyez? Et les cadres tombent dans ces erreurs-là en voulant mettre tout sous le dos de la politique. On a combien d'institutions politiques aujourd'hui? Et quelle est la masse, quel est le poids de notre économie congolaise pour supporter cette charge politique que l'on vient de créer? Je ne sais pas si les gens comprennent ça. Combien de députés aujourd'hui? On est parti de 130 à 150. Combien de sénateurs? Combien de secrétaires généraux? Combien de conseils? Combien de préfets? Autant d'institutions qui garantissent, dit-on, la démocratie, mais qui assèchent l'économie parce que, étant dans une sphère stérile, n'est-ce pas, qui ne s'appuie pas sur une base économique. Voilà le danger qui nous guette devant. Donc le problème, c'est celui-là. Il va falloir, je parle de la culture dans ce sens que dans chaque domaine, que les spécialistes, n'est-ce pas, s'appuient sur la culture d'abord. Parce que nous avons une culture de partage. Et la culture de partage, chez nous, vous arrivez dans le village, un chef de village, il ne partait pas en forêt. Il gardait le village. Et celui qui revenait de la forêt amenait toujours quelque chose pour déposer en balai. Ça veut dire que dans le domicile du chef de village, parce que c'est lui qui reçoit toutes les délégations qui arrivent dans le village. Et donc, il doit être approvisionné. Voilà un mode de partage. Et nous en avons autant d'exemples comme ça sur lesquels nous pouvons nous appuyer.
Et vous voulez que ces modèles-là soient élevés au niveau national, soient modernisés pour que le Congo puisse avoir une identité congolaise. Mais c'est simple. C'est si simple que ça. C'est si simple parce que eux-mêmes, le modèle que nous importons, il s'essouffle dans le pays des concepteurs. Il s'essouffle. Ils ont développé leur pays par quoi? Je ne suis pas ici partisan de la dictature ou de la royauté et tout ça. Mais la démocratie est arrivée chez eux après combien de siècles? Après qu'ils aient réglé les problèmes de base, les problèmes sociaux de base, n'est-ce pas? Mais chez nous, nous sommes en train d'abord de chercher à régler. On n'est même pas encore arrivé à 1/100 de ces questions et on importe un modèle et qui, au fait, ne s'adapte pas parce que nous avons une masse. Nous sommes en train de nous chercher. Raison de plus. Raison de plus, mais il va falloir qu'on commence à réfléchir. 57 ans après, il faut qu'on commence à réfléchir. Il faut qu'on pense... La réflexion pourrait durer. Et entre-temps, il faut bien que le pays vive, que le pays soit toujours en marche. Et la réflexion, vous êtes seul à l'avoir peut-être démarré. Est-ce que vous pensez que, avec ce que vous dites, avec ce que vous faites, il y a déjà des Congolais qui adhèrent à votre vision des choses pour mener cette réflexion? C'est un poste. En 3 jours, il atteint presque 500. 500 débatteurs de toute obédience. Les politiques, les culturels, les non-culturels. C'était un bon débat. Il était intéressant. Mais il faut commencer quelque part. Notre objectif, c'est d'éclairer la lanterne, c'est d'engager le débat et qu'il se poursuive. Vous savez, sous d'autres cieux, quand un poste a déjà dépassé 200, ça devient un phénomène public. Ça veut dire que les décideurs publics s'en saisissent pour commencer à théoriser et à développer. Monsieur Onda, je vous ai entendu dire que c'est un concept que vous avez lancé, je crois, au cours d'un débat à Lomé. Oui. Quel accueil avait-on réservé à ce débat? Oui. Quand vous l'avez lancé, oui, comment cela avait-il été accueilli là où vous l'avez lancé, dans un milieu un peu plus dense, où il y avait beaucoup plus de débatteurs que maintenant? À ce niveau, à contrario de tous les amis qui travaillent déjà sur des politiques, sur les formulations des politiques, sur les stratégies et sur les différents plans d'action dans certains pays, je suis revenu pour leur rappeler que la culture, c'est un bien collectif. Et nous travaillons, la culture, nous travaillons sur l'homme. Et l'homme dans sa double dimension matérielle et immatérielle. Ça veut dire que si l'homme lui-même ne comprend pas, ne s'approprie pas cette donne, vous pouvez mettre en place et des politiques et des stratégies qui n'aboutiront à rien du tout. Lorsqu'on aura tendance comment on appelle ça, à décaler, c'est-à-dire ou bien à sortir la culture de l'homme, n'est-ce pas, dans sa double dimension, on n'ira nulle part. Et donc je leur dis que la stratégie à mettre en place commence d'abord par la compréhension et l'appropriation du domaine par l'ensemble de la communauté, parce que nous travaillons sur l'ensemble de la communauté, et après, tout peut couler. Parce que, si vous voyez même à Lomé, nous étions en train de faire l'évaluation des politiques culturelles. À ce niveau-là, on a constaté que les États même, qui pour certains ont des politiques culturelles, ne sont pas capables de les appliquer. Parce qu'ils sont allés copier. C'est à la mode. Hein. Ici, il suffit que l'UNESCO prenne un mot d'ordre, et c'est tout le monde qui court. Politique culturelle. Heureusement que vous reconnaissez ça à la mode. Le Congo n'est pas le seul à importer finalement. Mais c'est vrai. Et tout le monde met politique culturelle. On n'est même pas capable d'appliquer cette même politique culturelle. Parce que la transversalité de la culture n'est pas comprise. Est-ce que vous voyez? Je peux dire, il y a des gens qui pensent souvent qu'ils compèrent. Pourquoi aux États-Unis, il n'y a pas un département chargé de la culture? Pourquoi? Mais je dis non. S'il n'y en a pas, c'est parce qu'ils sont arrivés à un niveau de compréhension où dans chaque domaine, ils doivent développer la culture de ce domaine. Donc on n'a plus besoin de cantonner un domaine aussi complexe et vaste entre les mains des chefs de département. Et donc ici, nous savons, le Congo a la magie de créer des bulles, n'est-ce pas? Les départements ministériels qui sont des bulles. Il n'y a même pas de passerelles interministérielles. Est-ce que vous voyez? Je peux vous donner un cas. Est-ce qu'on peut faire du tourisme sans la culture? Non. Est-ce qu'on peut faire la diplomatie sans la culture? Non. Donc, vous comprenez que la culture est au service de tous. Malheureusement, et au Congo, quand on est chef de département quelque part,
on n'a même pas la capacité de s'ouvrir pour dire que ça, on en a besoin. Moi, j'étais conseiller du ministre du Tourisme il y a quelques années. Mais ce que j'ai vu, comment faire un tourisme sans produits touristiques? Mais les produits touristiques, ce n'est pas le ministère du Tourisme qui les crée. Ils sont créés ailleurs, n'est-ce pas? Pour revenir sur le domaine que l'on maîtrise mieux. Par exemple, la culture elle-même, les biens culturels. Les biens culturels, qui les créent? Ce n'est pas forcément le gouvernement. Mais qui les vend? Ce n'est pas forcément le gouvernement. Mais comment parler du commerce extérieur et si on n'est pas capable d'identifier les biens et qui peuvent incarner le leadership de notre pays? Voilà le vrai problème qui est là, mon cher ami. Oui, Diaz, peut-être que je reviens à vous. J'ai retenu surtout un groupe de mots, l'absence d'identité culturelle. On a vu ce que, comment Ugandaï, vous nous brossez ce tableau-là. Mais moi, la question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne plus, par exemple, suivre bêtement, en fait, entre guillemets, ce que propose, comme vous avez pris un exemple, l'UNESCO. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas copier des modèles, par exemple, politiques d'ailleurs? Qu'est-ce que vous nous proposez en fait? Non, je n'ai pas parlé ici d'absence d'identité. Non, Félix Soumou vous posait une question lorsqu'il parlait d'absence d'identité culturelle et vous avez répondu. Voilà. D'accord. Non, les identités existent. C'est la promotion de ces identités-là qui pose. Elles sont occultées. Ça existe, les identités existent. Et chaque peuple a une identité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais non, ce qu'il faut faire, c'est que les Congolais doivent se regarder eux-mêmes. N'est-ce pas? Pour se projeter dans le concert des nations. C'est tout. Chaque fois que le Congo a eu l'occasion de réunir ses fils pour imaginer un nouveau destin, il a toujours péché. Avant la conférence nationale, je n'en sais pas, peut-être parce que je n'étais peut-être pas encore né, j'étais encore jeune. Mais depuis la conférence nationale, j'essaie de voir les différentes convocations de l'élite congolaise. La conférence nationale est venue, c'était une remise à plat. On en est sorti quoi? On en est sorti des emprunts et qui nous ont amenés vers les conflits. À chaque fois qu'il y a une rencontre au Congo, on vient au lieu de réfléchir sur le Congo de long terme, on vient pour régler les problèmes de pouvoir. Monsieur Onda, si je peux me permettre encore d'injecter une question. Oui. Dans ce débat, moi je crois que ce que vous auriez à reprocher au Congo, c'est de ne pas adapter ces modèles d'emprunt à la réalité congolaise. Oui. Parce que quand vous demandez au Congo de réfléchir sur un modèle qui soit congolais, parfois peut-être que nous allons dans le mur si ce n'est pas dans le noir. Parce qu'on ne sait pas. On n'a peut-être pas les atouts, on n'a peut-être pas les éléments qu'il nous faut pour un modèle proprement congolais. Alors, pourquoi ne pas plutôt nous orienter vers ces emprunts, mais à condition de les adapter à la réalité congolaise? Vous avez une chemise, quand vous allez, vous la prenez, vous la menez chez le tailleur pour qu'elle soit faite à vos dimensions, mais sur mesure. On dit la même chose. On dit presque la même chose. Je ne refuse pas les emprunts. Vous les condamnez quand même. À vous entendre. Je les condamne dans leur application in extenso sur un espace qui n'est pas le sien. Je les condamne. Parce que l'Afrique, pour ne pas dire le Congo, historiquement, a toujours été géré. Nous avons connu des royautés dans ce pays, dans notre pays. Donc le Congo a toujours été géré. Je ne suis pas figé. La culture, elle est dynamique. Donc l'évolution doit faire de sorte que, même si on doit intégrer la culture des autres, mais qu'elle ne vienne pas pour tuer notre propre culture. Parce qu'il y aura toujours, il y aura toujours des conditions de résistance à l'intérieur. Donc le problème, c'est celui-là. Et le problème, que la réflexion politique même, la réflexion de l'avenir du pays a toujours été vue sous l'angle politique. Donc vous avez des politiciens qui se réunissent, et pour certains qui ne sont même pas spécialistes dans tel ou tel domaine, n'est-ce pas, et qui viennent pour vous produire un modèle. C'est dangereux. Moi, je veux que les Congolais se regardent d'abord.
Et que lorsque la chance va arriver, et pour qu'on aille vers... C'est à nous de nous la donner. Eh bien, tant mieux, c'est aux décideurs de nous la donner. Elle ne va pas arriver comme ça, elle ne va pas tomber du ciel. Même si la chance, c'est quelque chose de... C'est aux décideurs de nous la donner. C'est aux décideurs de nous la donner. Merci beaucoup Félix Ochoumou. Je fais appel à Thomas Serge Kivouélé. Et pendant ce temps, Gervais Ugandaï, la question que je vous pose aujourd'hui, lorsqu'on parle du Congo, et m'a souvent été posée aussi, lorsqu'on parle du Congo, du point de vue identité culturelle, qu'est-ce qu'on doit présenter? Je ne sais pas comment répondre à cette question. Identité culturelle. Mais le Congo, je vous ai déjà dit, ici, a plusieurs identités. Oui, en fait... Mais il y va de la politique en ce moment-là. Donc... Qu'est-ce qu'on peut retenir en ce qui concerne l'identité culturelle? Je ne peux pas dire qu'on retient ceci ou cela. Parce que si je dis on retient ceci ou cela, je pratique la politique de l'exclusion. Le débat doit se situer d'abord sur le point de la vision. C'est vrai, mais... Qu'est-ce que le Congo veut faire? Quelle est la vision du Congo? Au point de cette vision, on dégage... Il vous posera des questions tout à l'heure. Oui, bon, d'accord. J'ouvrais la parenthèse pour vous demander... Oui, effectivement, mais c'est déjà le débat là. Donc, quelle est la vision du Congo? Et au point de dégager les stratégies à dominantes qui feraient que tel ou tel, par rapport au potentiel, et que le Congo puisse s'incarner par telle ou telle identité et qui incarnerait le leadership. Thomas, le problème, c'est celui-là. Okay, merci Ed Chevridias. J'avoue qu'après avoir bénéficié dans le passé une formation de la part du commissaire général de FESPA, il n'est vraiment pas facile de l'affronter en quelque sorte. C'est pas un affront, c'est une discussion. Oui, bien sûr. Je vais prendre quand même mon costume de sociologue de culture aussi et qui étudie les questions de l'identité culturelle. J'aimerais que le commissaire général puisse un peu revenir sur, Jazz vient d'aborder cela, sur ce qu'il croit être l'identité congolaise. Pourquoi je dis cela? Si quelque part vous reconnaissez que le Congo est un ensemble d'identités, est-ce que vous ne vous rendez pas compte que le péché du Congo, c'est le fait de ne pas avoir une identité qui serait propre aux Congolais? Ça veut dire quoi? Quelque chose sur quoi tous les Congolais se reconnaîtraient et quelque chose dans quoi les Congolais se verront être différents des autres Africains. Est-ce que vous ne pensez pas que le problème se situe avant tout à ce niveau-là? Non, je n'aborderai pas le problème dans votre angle. Je suis pour la valorisation identitaire de mon pays. D'abord, j'ai commencé à le dire, je suis pour la valorisation identitaire de mon pays. N'est-ce pas? Parce que je dis que toutes les cultures congolaises, en m'appuyant sur le postulat des ethnies, toutes les cultures congolaises se valent. Mais le problème, je l'aborderai sous l'angle politique, je l'ai déjà dit. C'est la vision elle-même. Qu'est-ce que le Congo veut faire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le Congo comment le Congo veut se projeter dans le concert des nations? Avec quel outil? En ce moment-là, on fait un travail. Donc après avoir mis en place cette vision, n'est-ce pas? On en dégage les dominantes stratégiques. Parce qu'à travers les dominantes stratégiques, des études qui seraient faites en amont pour voir de manière collégiale quelle est la valeur propre de telle ou telle identité que nous pouvons promouvoir, en ce moment-là, tout le monde se retrouve derrière cette identité et qui devient donc la dominante de notre pays. Au jour d'aujourd'hui, je m'abstiens parce que c'est un domaine de leadership en ce moment-là. Il ne faut pas aller vendre chez les autres les différents emprunts que vous avez intégrés dans votre modèle social, n'est-ce pas? Et pour aller à la conquête du monde et être différent, c'est faux. On en a essayé avec la musique. On en a essayé avec le sport. Je cite là les domaines les domaines comment on appelle ça, de visibilité, si vous voulez dire. On en a essayé avec la musique. On a essayé avec le sport. On a essayé avec la littérature. C'est le pays par tête d'habitant le plus par tête d'habitant dans le domaine de la culture le plus développé même dans notre pays. Donc le problème, ceci doit se faire dans un ensemble cohérent.
n'est-ce pas? Mais oui, et qui créait en quelque sorte une conscience nationale pour porter le destin. Il ne s'agit pas de dire c'est ça, c'est ça, c'est ça. Au point où il y a une personne, il y a des gens qui ne pourront même pas se reconnaître dans les choix politiques. Pour aller un peu dans le même sens que vous, dans cette construction de cette culture nationale entre griffes, je mets entre griffes pourquoi? Parce qu'on le sait très bien, vous le savez d'ailleurs peut-être plus que moi, que autant des micro-sociétés ou des groupes sociaux, autant des cultures. Et c'est ce qui fait que autant des ethnies, autant des groupes sociaux, autant des cultures, c'est ça, et vous l'avez évoqué, qui fait la valeur et la richesse du Congo. Dans cette construction, en tant que spécialiste des questions culturelles, en tant que quelqu'un qui prône la culture de la culture, quels sont les facteurs que vous mettez en place ou quels sont les mécanismes que vous croyez mettre en place pour arriver enfin à cet idéal qui n'est toujours pas facile? Parce que tant que nous serons dans l'abstrait, je pense que le discours restera vain et on ne retiendra pas grand-chose. Je crois que je n'ai pas été abstrait jusque-là. Oui, parce que je suis parti des définitions pour arriver sur le concret. Ça veut dire qu'il y a une méthodologie donnée. Oui, mais quelle est cette méthodologie? Et je vous l'ai stratifié, n'est-ce pas, de la politique à l'économique, en passant par le sociétal. Donc, je vous ai stratifié ça. Non, si vous maintenant, oui. Excusez, commissaire général, vous avez donné les domaines, vous avez évoqué le domaine politique, le domaine économique, le domaine sociétal. J'avoue que je ne serais certainement pas de taille pour aborder le domaine économique avec vous, mais le social, le politique, on peut partir. Et je pense qu'en ce moment-là, vous avez évoqué un fait où Brazzaville semble être dans une situation déjà d'une guerre latente de par son occupation. Mais pourtant, nous avons la deuxième ville. Et j'aimerais vous rappeler que vous le savez très bien, que l'occupation d'une grande ville a toujours été un fait sociologique, dans la mesure où on est toujours proche de l'axe par lequel on est arrivé à la ville. Vous le savez très bien. Mais pourtant, Pointe-Noire ne connaît pas les mêmes problèmes que Brazzaville, mais pourtant, son occupation a quasiment été de la même manière que celle de Brazzaville. Et comment vous expliquez cela? Non, ce n'est pas... C'est deux cas, peut-être pas différents, mais convergents. Parce que vous irez à Pointe-Noire, vous retrouverez toujours les micro-ethnies dans les quartiers. Pointe-Noire n'a qu'un seul cimetière. Mais, raison de plus, je n'ai plus qu'un espace de dialogue culturel à Brazzaville. Vous en avez à Pointe-Noire. Ça, ce n'est que normal. Pour Pointe-Noire, je vous ai parlé du cas le plus pratique, c'est celui de Brazzaville. Mais je n'ai parlé que d'un exemple d'espace de dialogue culturel. Pas autre. N'est-ce pas? Je n'ai plus que l'exemple d'un cimetière, qui peut être, pour le cas de Brazzaville, n'est pas le même pour d'autres villes. Mais que ce soit Pointe-Noire ou Brazzaville, vous trouverez, n'est-ce pas, des micro-ethnies qui se retrouvent dans les différents quartiers. Ce n'est pas visible comme Brazzaville, mais vous le verrez. N'importe où, vous trouverez toujours ça. C'est naturel, je vous le dis. Le phénomène est naturel, comme vous venez de le dire, et c'est vrai. Mais le problème, c'est que les aménageurs, ceux qui travaillent sur l'aménagement du territoire, doivent dépasser ce naturel, n'est-ce pas, pour créer les points de convergence. Il ne faudra pas qu'au XXIe siècle, et que l'on vive des villes qui sont exclusivement réservées aux Blancs, comme dans le temps, et les villes exclusivement réservées aux Noirs, comme dans le temps. Tout ce que vous ne saviez pas, c'est qu'il y a des gens, j'en ai rencontré, là-bas à Mayanga, pour certains qui n'ont jamais été même au rond-point de Mongali. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, vous pouvez trouver. Il y a des gens ici, au fin fond. Même avec des taximans, vous demandez un taximan, il n'a jamais fréquenté. Au fin fond de Ngamakoso, ici, vous trouvez des gens qui n'ont jamais été même au CCF. Mais ça, c'est l'œil culturel qui voit ça. Des non politiques, un aménageur seul, simple, ne comprendrait pas ça. Moi, je veux ça. Moi, je veux que l'on se regarde de cette manière. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce que vous... C'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je viens ici pour énoncer des approches. Je ne viens pas pour dire que ce que je dis, c'est un secret d'évangile. On doit suivre. C'est un cadre qui réfléchit dans le domaine, n'est-ce pas, pour lequel il a l'expertise. Et c'est sur cette base-là que je viens développer. Et donc, les approches que je donnerai sont des approches purement culturelles. Même si les déclinaisons seront politiques, sociétales ou économiques, je vous donne des approches culturelles. Je vais ouvrir la Ce qu'il faut faire, la première des choses, c'est quoi? C'est mettre en place une vision. Pour ce qui concerne la culture, mettre en place une vision. N'est-ce pas? Et cette vision partirait d'abord de la compréhension du rôle de la culture dans notre
société, dans le développement de notre société. Du point de vue culturel, notre société, Oui. notre pays, de 1960 à nos jours, n'a jamais eu de vision. Bon. Chérie, vous savez, Bon, ce n'est qu'une... Non, on est là pour poser des questions, Vous vous êtes savez- là pour nous donner des réponses. je vais vous donner un cas simple. Le fait de coupler la culture à l'art a fait que depuis les indépendances, nous ne pratiquons que l'art. N'est-ce pas? Expliquez-nous Au ça. point où, même Comme le- j'aime à dire en français facile, c'est quoi? oui, même le Congolais lambda, il apprécie la culture sur la base des expressions artistiques. Est-ce que vous comprenez? Mais effectivement, on a essayé avec la loi de 2000, la loi d'orientation culturelle de 2010, mais qui a montré ses limites. Parce que cette loi a été conçue dans le cadre purement de ce que j'ai dit en amont ici, des bulles, et qui ne met pas la culture à la disposition de tous les départements ministériels. Et ça, c'est très dangereux. Parce que je l'ai dit ici, et que dans tout domaine de la vie, n'est-ce pas, en amont comme en aval, il y a la donne culturelle qui intervient. Alors, moi, j'aimerais comment transcender ce que vous avez cité tout à l'heure, les Donc, micro-ethnies. il faut commencer par la vision. Mais oui, Et ensuite, sur la base de cette vision, il y a toutes les déclinaisons possibles. D'accord. Vous parlez tout à l'heure de micro-ethnie. Comment transcender cela? Souvent, la diversité ethnique, la diversité de tribus devrait être un atout. Tout à fait. Mais à vous écouter et en voyant aussi la réalité, la diversité ethnique semble être un obstacle. Comment transcender cela? Comment régler cette situation? J'ai dit ici que la diversité culturelle, la diversité ethnique, c'est une richesse pour le pays. c'est cela. Oui. Je l'ai déjà dit. Parce que... Oui, ça- comment faire pour qu'elle devienne justement... c'est Véritablement une richesse. Je vais vous dire, elle doit nourrir. D'abord, elle nourrit les Congolais, elle doit continuer à nourrir les Congolais. Donc, c'est une richesse. Parce que on a beau être dans une même nation, mais malgré ça, on est différents. Et c'est cette différence-là qu'il faut sauvegarder. Maintenant, le problème qui est là, c'est quoi? Comment faire pour que ces ethnies ne deviennent pas une menace? C'est le modèle politique. Quel est le modèle politique, n'est-ce pas, qui pourrait être mis en place de sorte que les ethnies ne deviennent pas des menaces? Mais si vous importez un modèle politique, n'est-ce pas, et qui s'appuie sur l'individualisme, un repli ethnique, donc identitaire, c'est un modèle conflictuel. Parce que, aujourd'hui, tout Congolais, pour se faire élire, est obligé de repartir dans son village. Est-ce que la démocratie est une menace à la diversité ethnique? Mais je n'ai pas dit ça. Non, je vous pose une question. D'accord, la démocratie peut être une menace lorsque elle ne s'appuie pas sur les réalités culturelles locales. En ce moment-là, elle devient une menace. Parce que ici, la démocratie, c'est quoi? La démocratie au Congo ne se définit que sur le mode d'accession et de conservation du pouvoir au Congo. Dites-moi. On est là, on est Congolais quand même. Tout ce qui est démocratie ici s'arrête à quoi? Ça s'arrête à la conquête du pouvoir. Mais la conquête du pouvoir, dans l'état de cette empreinte démocratique-là, est déjà conflictuelle. Parce qu'il faut être honnête. Aujourd'hui, la redistribution des richesses se fait au plan politique, je vous l'ai dit. Vous n'êtes pas content quand un ministre sort de votre famille? Pourquoi on est content? En Europe, si on nomme un ministre dans votre famille, la famille met déjà les mains à la tête, tout le monde se dit « Ah, le gars va nous chercher des problèmes ». Mais chez nous, ici, dès qu'un ministre est nommé dans votre famille, tout le monde saute. Parce qu'on pense que c'est à ce niveau-là que l'on retrouve la richesse du pays. Mais ce modèle-là est déphasé. Il n'est pas adaptable chez nous. Et moi, j'invite les Congolais à s'interroger pour les modèles qui nous sont propres et qui garantissent et la redistribution des richesses, et la paix, J'aimerais, et le développement du pays. Monsieur le commissaire, que vous présentez quand même un modèle, même si vous n'imposez pas, mais au moins, soyons un peu concrets. Dès qu'il peut nous renvoyer à Innocent Peya, peut-être qu'il nous suit en ce moment aussi, qui a proposé quand même un modèle. La démocratie à l'africaine? Oui. Mais je le salue en passant, mais il est courageux. Il est courageux. Le débat ne se situe pas au plan local. J'ai assisté à sa conférence en France. J'ai assisté à sa conférence aux États-Unis.
Mais il a posé le débat, n'est-ce pas, de la libération de notre continent. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le continent n'est pas libéré. Et ce débat-là, il est mortel. Parce que ceux qui veulent nous garder, n'est-ce pas, sous le joug de la domination, n'accepteraient pas encore. Mais il faut que les langues se délient. Le modèle que vous souhaitez que je propose, je crois que pour cette édition, il était question que je vienne expliciter les concepts et que je vienne présenter les premières pistes de ce débat. Mais il revient aux Congolais, ceux qui veulent bien se saisir, n'est-ce pas, de ces différentes thèses que j'ai énoncées ici, de les approfondir. D'accord. Alors, voilà. Nous prenons le troisième et dernier intervenant de ce face-à-face. C'est l'artiste plasticien Rémi Mongo Etienne, qui, c'est vrai, est arrivé en retard, mais qui vous suivait depuis chez lui à la maison. Ah oui. Bonjour, monsieur Rémi Mongo Etienne. Bonjour, artiste Chevry. plasticien, metteur en tête, metteur en face. En fait. Mettez en tête. Oui. Metteur en fait. Ah ouais. Metteur en tête, metteur en fait. Allez-y. Monsieur Mongo, bonjour. Bonjour, Hugues. Culture de la culture. Il y a deux graphies possibles. Culture, C-U-L-T-R-U-E, de la culture, idem. Mais culture de la culture avec L' et un A privatif. Est-ce qu'on est à ce niveau-là? La culture. Acculturation. Allez. Oui, parce que j'en parle pourquoi? Dans ma biographie, j'ai dit quelque part que le jour où, dans ce pays précisément, les hommes d'État auront un peu de culture, à ce moment-là, ils seraient de vrais hommes d'État, mais pas des hommes de tas. Tas, T-A-S. Tas de merde, tas de n'importe quoi. On va ménager le langage. Hein. Pas de merde, c'est pas. Voilà, non. Bon, Hugo, je vous écoute. Non, pour mais, vos questions. continue. alors, quand j'ai suivi sur l'identité culturelle, l'identité culturelle participe d'abord de la vision de l'autre. C'est par rapport à l'autre qu'on se sent être soi. Oui. Et c'est dans cette diversité, dans le respect de cette diversité, qu'on peut cadrer l'identité culturelle. Aujourd'hui, je suis sexagénaire. Anecdote. À la fin des années 60, je suis au collège avec des collègues. Mais à l'époque, ce qui nous importait, c'était d'être ensemble. C'est 20 ans après que j'ai su que non, tel, bon, Bungu était du Niari au Séré 2, ainsi de suite. On n'a jamais su ça. À l'époque aussi, il y avait le sens de cette cohésion-là. On a fait de grands événements culturels ici, avec pratiquement rien. Vous étiez peut-être encore trop jeune, ou peut-être pas en projet, mais comment se sont déroulées les semaines culturelles? Avec quels moyens? Vous voyez le brassage qu'il y avait. Dites-le nous, Rémi Mongo Etienne. Oui, vous voyez le brassage qu'il y avait. À l'époque, quand il y avait semaine culturelle, en tout cas, on sentait de l'activité, de l'électricité partout. Mais aujourd'hui, je prends un exemple, celui du FESPAM, dont vous êtes commissaire général. Quand il se passe, si on n'est pas dans la proximité de Sainte-Anne, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais il y a quelques années, non, vous allez, c'est Mukukulu National, c'est Lausanne Sengo, c'est Ovunikim Beti, tout ça. Mais c'est toute la ville, c'est tout le pays qui s'embrasait. Qui s'embrasait. Voilà pourquoi je demande, on est dans une dynamique de la culture ou de la culture privative? D'accord. Hugo Ndaye. Merci, M. Mongo, pour cette question pertinente. Après avoir développé sur un certain nombre de points où il y a même convergence entre vous et moi,
Vous avez abordé les points de la promotion des identités. Mais la promotion, c'est une forme de communication. Mais le socle en lui-même, c'est la vision. Et si on n'a pas mis en place le socle capable de favoriser l'émergence des identités, vous pouvez le faire, même par des événements. Ça n'ira nulle part. C'est pas parce que j'aurais passé une nuit avec M. Mongo dans son lit et que nous aurons désormais une convergence de vues. C'est pas parce qu'on aura célébré un art quelconque ensemble que désormais on pensera à l'avenir du pays de la même manière. Non. Le problème, c'est quoi? Le problème, il est politique. C'est le modèle politique que nous avons amené ici qui fragilise les ethnies au lieu de les valoriser. N'est-ce pas? Mais la culture privative, est-ce que c'est la culture privative? Peu importe sur quel angle vous l'abordez. Mais moi, je crois que le débat ici, pour moi, c'était pour nous amener tous à la prise de conscience de l'importance de la culture, désormais de l'importance de la culture dans notre pays, du domaine en lui-même dans notre pays, et de laisser aussi les spécialistes formaliser le domaine pour aider les autres domaines de la vie. N'est-ce pas? Et le véritable problème ici chez nous, c'est quoi? Le casting et les politiques. Et vous savez, la réaction des politiques, elle est simple, c'est comment faire pour conquérir et conserver le pouvoir. Et en ce moment-là, tous les moyens sont permis, en oubliant même que le socle que nous fragilisons ici, c'est le socle, j'ai bien le socle culturel, n'est-ce pas? C'est ça qui fera de nous les hommes de demain, des Congolais véritablement respectables. Je suis d'accord avec vous sur plusieurs points. Mais mon débat ici, ce n'était pas d'opposer la culture à quoi que ce soit, ce n'était pas d'aborder sous l'angle artistique pour dire qu'on a privé certains ou non de la consommation de tel ou tel bien ou de tel ou tel art. L'objet de ce débat, c'est l'appel à la prise de conscience. Pour que désormais, M. Mongo soit respecté parce qu'il est expert dans son art. Que n'importe qui ne vienne pas lui faire boire ce que lui-même il ne maîtrise pas, sous prétexte qu'il a bénéficié d'une ascension quelconque. C'est ça, M. Mongo. Parce que, c'est vrai, on n'est pas spécialiste en tout, je l'ai toujours dit. Mais votre point de vue compte pour la formalisation d'une politique sectorielle dans votre domaine. Et si je m'enferme, parce que moi je suis décideur, je m'enferme dans mon bureau, je ponds un texte, n'est-ce pas, dans lequel vous ne vous reconnaissez pas, ça veut dire que c'est ça la privation. C'est ça l'exclusion. Et vous ne le porterez pas. Et un texte, une vision qui n'est pas portée par les acteurs eux-mêmes est stérile. Et c'est pour ça que les décisions aujourd'hui, au plan mondial, l'UNESCO, l'OIF, tout ça, développent les approches participatives. Partenariat public-privé. Donc, si vous voulez mettre en place une vision, il faut tenir compte également, n'est-ce pas, des points de vue, de l'appréciation des pratiquants eux-mêmes du domaine. Nous allons à la fin de ce débat. Je vais ouvrir la parenthèse. Vous parliez tout à l'heure, M. Gondaï, d'une prise de conscience du point de vue de l'importance de la culture, que nous prenions conscience de l'importance de la culture. La question que je pose, en fait, c'est d'où doit venir le déclic? Mais moi, je suis un citoyen, comme tout le monde. Je suis un citoyen comme tout le monde. Dans votre vision de la chose... Oui, mais ça passe par plusieurs espaces. D'où doit venir le déclic? Mais ça passe par plusieurs espaces, mon cher ami. Vous avez la dernière... Attends. Oui. Ça passe par plusieurs espaces. Moi, je vous vois ici aborder autant de questions culturelles. Autant de pasteurs qui passent ici, sur les doctrines. N'est-ce pas? Mais c'est déjà quelque chose. Parce que celui qui s'était égaré sur l'appréciation de telle ou telle doctrine, recadré par un pasteur sur le plateau de 210, peut quand même, autant soit peu, n'est-ce pas, se réviser. Et pour dire qu'au fait, il faudra que désormais, je m'oppose à moi-même pour faire les bons choix en ce qui concerne telle ou telle doctrine. C'est ça l'avantage du débat qu'il y a ici. Il faut en multiplier. Ne mutilez pas les spécialistes, ne mutilez pas les experts, n'est-ce pas?
Et soyez tranquille, on a décidé de ne plus se taire. Voilà. Vous avez la dernière question, c'est vrai que c'est arrivé en retard, donc voilà. Voilà. Ouais. On se retrouve sur un certain nombre de points. Le déclic doit venir d'où? Le déclic doit venir en fait du regard qu'on doit avoir sur soi. Ouais. Regardez tout ce qu'on a eu comme modèle, dit-on, démocratique et tout. On a oublié qu'on a un fond essentiel très fort. Je prends un exemple. Autour des années 67, le pouvoir s'est dit qu'il fallait supprimer la royauté chiltiki. Mais quand on la supprime, c'est la branche mâle qui est supprimée, pas la femelle. Parce qu'il y a deux, c'est comme le système de double freinage. La branche mâle est incarnée par le roi qui est élu, je dis bien élu, par un collège de grands électeurs, 13. Mais la branche femelle, c'est une fille prédisposée, élevée en conclave avec d'autres, qui monte au-dessus de la crème, et une fois qu'on a écumé, il n'y a que elle, c'est celle qui devient l'Angalifuru. Parce qu'abusivement, l'Angalifuru n'est pas la femme du roi. Ah d'accord. C'est pas, on dit reine, c'est par abus, c'est une régente. Elle assume l'intérim quand le roi n'est pas. Elle gère la terre, Ngalifuru. C'est la maîtresse de la poussière, la maîtresse de la terre, de la cendre. C'est-à-dire qu'en réalité, dans le royaume Teke, il y a deux rois. Il y a deux pouvoirs. Il y a deux pouvoirs. Mais c'est comme aujourd'hui, on vous dit, bon, le quatrième pouvoir, tout ça, ainsi de suite. Mais ça, c'est des choses qui ont existé. Malheureusement, nos constitutionnalistes, nos hommes de droit ne plongent pas là-dedans. Hein? On pourrait aborder d'autres problèmes comme les héritages, par exemple, mais tout est codifié. Tout est codifié. Pourquoi la primauté du neveu sur le fils? Mais parce que c'est une relation de sang. Le sang, lui, ne trempe pas. Mais mon fils, bon, il peut m'avoir été attribué. Avec l'arrivée de la culture occidentale, un enfant aujourd'hui est captatif. Hein? C'est mon fils parce que ma femme est censée être sous mon toit, si elle est grosse, c'est de moi. Donc on a un certain nombre de valeurs comme ça qu'on a oubliées. Il y a de hauts magistrats même dans ce pays. Quand il s'agit... Non, je dis bien, de hauts magistrats, quand il y a des problèmes au sein de la famille nucléaire, c'est au tribunal de grande instance que ça se règle. Mais quand c'est la famille à la périphérie, dans les neveux, les cousins, on va ou chez Nkodia ou à Terinkio. Hein? Mais pourtant, c'est les mêmes qui nous font ces textes-là. D'accord. Merci beaucoup. Une réaction Monsieur Chevrier, à cette réflexion de Rémi Mongo. C'est une réflexion assez pertinente. Je ne dis pas que je la prendrai dans sa totalité, parce que je ne suis pas pour que on immortalise tout. Non. Vous savez, chez nous, par exemple, les questions de vol sont réglées au niveau des expressions artistiques. Oui. La danse au lait, dans mon ethnie, la danse au lait, si tu voles, tu ne peux plus danser au lait. Oui. La danse au lait, c'est dans l'ethnie Mboshi. Oui, c'est l'ethnie Mboshi. Ceux qui nous suivent, ça veut dire que si tu voles, si tu es voleur, tu ne peux pas danser au lait. On règle déjà un problème de la vie à ce niveau. Mais le problème du Congo, c'est apprécier tout sous l'angle politique. Monsieur Chevrier, vous étiez en Europe, vous connaissez, et pourtant ils n'ont pas aussi autant d'ethnie que nous. Vous connaissez ce qu'on appelle les fêtes de quartier. Les fêtes de quartier en Europe, c'est pour s'aimer la cohésion. Le vivre ensemble comme tu dis. Dans un quartier. Mais chez nous, ici, quel est le rôle d'un chef de quartier? Vous lui avez attribué un rôle politique. Ça veut dire que vendre les parcelles, signer des avis d'appréciation, mobiliser pour les votes, point barre. Même la gestion des conflits dans les quartiers ne les concerne pas. Non, écoutez, chef, il y a trop à dire sur ce concept.
n'est-ce pas? Mais... il y a trop à dire, évidemment. Il y a trop à dire, en effet. Qu'on ait commencé. Je suis moi-même aussi très ravi d'avoir lancé ce débat sur la télévision nationale congolaise. Et merci à Félix Choumou, à Thomas Sanchivouélé, à Rémi Mongo-Etienne et surtout à Hugues Gondaï pour sa disponibilité, ainsi que les autres invités pour leur disponibilité. Nous avons lancé le débat, nous avons lancé l'appel sur les réseaux sociaux. Il y en a qui ont réagi, ceux que vous avez suivis. Nous pouvons revenir sur ce débat parce qu'il est vaste. Rémi Mongo-Etienne a ouvert une belle parenthèse. Malheureusement, le temps nous est imparti. On aimerait bien revenir sur ce débat et donc à vous de nous contacter au 06 678 25 47 que vous pouvez faire précéder du 242 si vous êtes hors des frontières du Congo. Merci monsieur Rémi Mongo-Etienne. Merci monsieur Ugonda, monsieur le commissaire général du FESPAM. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du FESPAM. Il vous a posé la question sur le FESPAM. Le débat n'est pas à réduire à l'épiphénomène. Voilà, c'est la fin du face-à-face.